Bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs et chers internautes. L'année se termine et une nouvelle année s'ouvre devant nous. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler de livres, de littérature, d'autrices et d'auteurs de la Caraïbe. Charles Dantzig, écrivain, éditeur et producteur de l'émission Personnages et personnes sur France Culture, a dit ceci à propos de la littérature. Quand on a beaucoup lu, c'est qu'on lit par amour. On commence par être amoureux des personnages, puis on le devient de l'auteur et enfin de la littérature. C'est ce que je vous souhaite en vous faisant rencontrer nos autrices et nos auteurs. L'invitée d'aujourd'hui est une personne qui surprend et intrigue tant ses talents artistiques sont nombreux. Plasticienne, elle nous émeut à travers ses tableaux, notamment ceux de la collection Chouchou. Performeuse et poétesse dans Ce soir je suis un clown, comédienne, photographe à ses heures, la voilà aujourd'hui dramaturge. Le métier qu'elle exerce au quotidien l'amène à côtoyer l'humain dans ce qu'il a de plus fragile et de plus sensible. Elle est aussi engagée dans le domaine artistique que dans son domaine professionnel. C'est à travers le texte théâtral que notre invitée a choisi de s'exprimer. Le texte de théâtre raconte généralement une histoire fictive par l'intermédiaire des personnages et d'échanges entre ceux-ci, mais il peut aussi mettre en scène un seul personnage qui fait face au lecteur-spectateur dans une intensité dramatique. Notre autrice aborde dans sa pièce, au titre évocateur « Coucou », un sujet sensible, la bipolarité. Elle montre l'incompréhension et la solitude qui peuvent entourer ces personnages. Elle souligne à quel point le regard de l'autre sur soi peut enfermer et assigner une identité qui n'est que la projection de l'autre. J'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Bernavé. Bonsoir Laure. Bonsoir à toi Céline. Alors, le principe de cette émission, c'est une conversation, c'est un entretien. Donc, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Bien sûr, bien évidemment. Donc, avant d'arriver à la présentation de ta pièce de théâtre, peux-tu nous dire depuis quand à peu près l'art a-t-il pris une importance dans ta vie et pourquoi? Alors, je pense que comme beaucoup d'artistes, c'est depuis l'enfance en fait que j'ai commencé à créer. J'ai commencé, mon parcours artistique a commencé par la musique puisque j'étais inscrite au conservatoire d'Argenteuil. J'ai fait du piano, 7 ans de piano. J'ai également fait de la chorale. À partir de la 6e, j'étais en classe maîtrise. Donc, c'est-à-dire que j'avais, je crois, 6 ou 7 heures de musique par semaine. Donc, c'était intense. Et donc la musique d'abord et puis le théâtre, mais c'est venu comme ça vraiment de manière comme si c'était un cadeau du ciel en fait. D'accord. Il y a une troupe de théâtre qui cherchait des choristes, des enfants figurants pour une grande pièce de théâtre qu'ils allaient réaliser au Liban. Et donc ils ont fait le tour de certaines écoles à Argenteuil et ils ont fait un casting. Et j'ai été sélectionnée parmi 12 enfants choristes et on est parti un mois au Liban en 98, j'avais 13 ans et ils ont monté cette pièce de théâtre qui s'appelait Nuit guerrière, donc qui a été mise en scène par Gilles Zepfel, donc qui est décédé depuis, mais ça a été vraiment quelque chose de une révélation le théâtre et surtout qu'en plus de la figuration et du chant, on m'a attribué un texte poétique. Les petites choses de la vie qui font le bonheur d'un homme durant sa vie. En fait, ça rejoignait finalement. Magnifique. Voilà, c'était extraordinaire. En fait, tous les enfants, tout le monde, on était des enfants guerriers. Tout le monde tombait et moi je me relevais. Et j'ai déclamé devant tout le monde pendant peut-être 1-2 minutes, je ne sais plus, mais c'était vraiment intense. Et je pense que là, ça a déclenché quelque chose en moi. Après, c'est vrai que je n'ai pas fait de cours de théâtre, mais on a eu des représentations en plus du Liban, plusieurs dates au Liban, mais sur toute l'Île-de-France pendant 1 année. D'accord. Et après, par la suite, au lycée, j'ai écrit une petite pièce de théâtre pour le bac. Ah bon? Oui, avec 2 camarades. Qui s'appelait comment? C'était sur le monde ouvrier.
D'accord. C'était sur le monde ouvrier parce que durant l'année, en fait, on avait rencontré des ouvriers de l'entreprise Dassault. Et c'était un projet, ça s'appelait Projet Comenius. Et on était même allé en Roumanie travailler avec des élèves, des lycéens en Roumanie, mettre en commun nos savoirs, enfin nos connaissances qu'on avait pu acquérir durant l'année sur le monde ouvrier. Et donc j'ai écrit cette pièce de théâtre. Et puis après, en 2013, j'ai écrit une comédie musicale pour la Clé des Arts, pour le spectacle de fin d'année. D'accord. Enfin voilà, le théâtre, vraiment, c'est arrivé comme ça à moi. Après, la peinture, c'était au cours de ma formation d'assistante sociale. Il y avait un art-thérapeute qui travaillait en milieu psychiatrique. Ouais, d'accord, on commence le lien, oui, tout à fait, on voit le lien. Et il nous a, durant une intervention, donné de la peinture et il nous a dit, allez-y. Et donc j'ai commencé par la peinture abstraite. Mais ma mère, c'est vrai, elle avait aussi, elle chantait à la maison, elle écrivait des textes, elle avait déjà. Donc voilà, j'ai été baignée vraiment depuis l'enfance et c'est au fur et à mesure que donc, les effectivement, techniques. c'est pas un hasard, quoi. Ça te tombe pas dessus. Non, mais par contre à 30 ans, donc j'ai eu une espèce de renaissance personnelle, renaissance artistique, et on va dire que j'ai déversé tout ce que j'avais contenu en moi pendant une dizaine d'années. Et c'est là que j'ai véritablement commencé à comprendre la manière dont comment je crée, ou de la manière, le mécanisme de création finalement. D'accord. Et donc j'ai commencé à faire des autoportraits sur une série, l'estime et l'image de soi. Je ne suis pas elle, je suis l'autre. Je me rappelle, oui. Je ne suis pas elle, je suis l'autre, qui fait aussi écho à ce livre. Exact. Et des textes poétiques. J'ai commencé ma série de l'ombre à la lumière. Après, en fonction de mes émotions, en fonction de ce que je ressentais aussi de l'extérieur, je créais. Et j'ai compris mon processus de création. Et depuis 2015, c'est vraiment... Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté et j'expérimente au fur et à mesure de plus en plus de techniques, même au niveau des instruments de musique. J'essaye, je tâtonne et puis finalement toutes ces techniques, elles se complètent. Et on va voir aussi dans ce livre que mon travail pictural complète aussi mon travail d'écriture puisque cette œuvre est illustrée par ma série Chouchou dont tu as parlé. Exactement. Alors, donc, finalement, c'est bien ce que je disais dans l'introduction, tu es vraiment une artiste totale. Véritablement, tu touches, oui, quand même, le chant, jouer, les photos, la peinture et maintenant le théâtre. Alors, moi, la question que je voulais te poser, pour cette œuvre-là, pourquoi tu as choisi le théâtre? Pourquoi, par exemple, n'avoir pas choisi le roman pour raconter cette histoire dont tu vas nous parler tout à l'heure? Sachant qu'effectivement, ou alors la poésie à laquelle tu nous as déjà habitués dans tes performances. En fait, à vrai dire, cette pièce de théâtre, je l'ai écrite à partir de mes textes poétiques, de plusieurs de mes textes poétiques, mais que j'avais donc écrit, mais mis en scène et interprété lors de mes expositions personnelles ou collectives. Donc c'était en fait cette pièce de théâtre, c'est une continuité finalement de mon travail d'écriture parce que mes textes poétiques sont théâtralisés. D'accord. Et c'est vrai que je me suis pas posé la question savoir s'il fallait plutôt un roman, une pièce de théâtre. En fait, ça m'est venu naturellement. D'accord. Et est-ce que tu estimes qu'à travers donc le simple fait de faire ce monologue, hein, parce que c'est un monologue, le personnage est seul en scène, est-ce que tu estimais que par le biais du théâtre, c'était une façon pour toi de toucher davantage le public ou ton lecteur, parce que pour l'instant, tu n'as pas encore fait de mise en scène? En fait, je pense que je me suis pas posé la question. Je crois que peut-être que je me suis projetée sur scène. D'accord. Je me suis peut-être projetée sur scène comme je me suis dit que j'allais sûrement l'interpréter, c'est possible, ça sera peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'en l'écrivant, je me suis imaginé le public devant moi aussi. D'accord. Et comme le public, il a une place importante dans cette pièce, je pense que je l'ai écrite comme ça. Mais je me suis encore une fois pas posé la question, j'ai fait qu'écrire. Spontanément, oui, c'est vraiment comme ça que les choses... Je savais que j'allais parler d'amour dans mes textes poétiques que j'avais déjà écrits, qui abordaient cette notion d'amour. Je savais qu'ils allaient rentrer dans cette œuvre, qu'ils allaient s'intégrer. Et j'ai construit ma pièce en fonction de mes textes poétiques. Donc
Comme je suis poétesse, tout a coulé. D'accord. Tout est venu de manière naturelle. Je savais à quel moment il fallait placer ce texte. Et en fonction, je continuais les transitions jusqu'à un autre texte. Enfin, c'est une trame. La trame, elle t'est venue. Voilà. D'accord. Alors en fait, est-ce que tu pourrais montrer le livre à la caméra? Donc le titre, effectivement, Coucou. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre? Alors moi, il m'a fait penser au film Vol au-dessus de nid de coucou, où un détenu va simuler la folie et il va assister aux traitements inhumains qui sont administrés donc aux personnes qui sont dites folle ou dérangée, et on voit que le personnage de ce film va essayer de faire changer ces méthodes qui sont quand même assez barbares. Alors pour moi, ce titre Coucou peut avoir plusieurs interprétations. Alors pourquoi tu l'as choisi et est-ce qu'effectivement il y a plusieurs interprétations? Effectivement, il y a plusieurs interprétations. Je rebondis sur la référence Vol au-dessus de nid de coucou, puisque j'ai vu l'adaptation au théâtre. D'accord. Quand j'étais jeune, avec mes parents, je devais être, je devais avoir peut-être 11 ans, 10-11 ans. Et donc à l'époque, c'était Bernard Tapie qui avait le rôle principal. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que l'univers psychiatrique, c'était quelque chose de fort que je ne connaissais pas encore. Mais Vol au-dessus d'un nid de coucou, le nid de coucou, c'est l'hôpital psychiatrique. C'est ça qui représente. Donc Coucou, mon personnage principal, on la découvre déjà dans la première scène dans un hôpital, dans une chambre d'hôpital. Voilà, donc c'est exactement la référence, puisque elle ne se considère pas comme étant folle. Elle ne se considère, elle n'a pas cette vision d'elle. Oui, voilà. Comme le McMurphy, oui. Le personnage principal de Vol au-dessus d'un nid de coucou, il n'est pas fou. Exact. Il se fait passer pour fou. Et c'est là qu'après, il se passe des choses. Il découvre le monde hospitalier, psychiatrique, voilà. Oui, et sa mais violence. Il n'est pas fou. Et elle ne se considère pas fou. Elle est tombée dans un nid de coucou, en fait. D'accord. Et elle a brûlé ses ailes. Et donc, c'est vrai que... voilà, c'est une des premières raisons. Coucou, c'est aussi une interpellation avant un appel à l'aide. Exact. Coucou, je suis là, je suis importante, je suis capable de... Regardez-moi. Et coucou aussi en argot américain qui s'écrit C-U-C-K-O-O et qui signifie fou, déjanté. D'accord. Donc il y a vraiment plusieurs lectures possibles de ce titre-là. Alors le personnage, donc comme tu viens de le dire, c'est une femme que tu as choisi d'appeler Elle, mais Elle avec la lettre L. Pourquoi ce choix? Au départ, je ne voulais pas la nommer. Je ne voulais pas écrire de prénom parce que je voulais que tout le monde puisse s'identifier à elle. C'est justement ce que je vais te demander. Voilà. Oui. Et quand on lit la pièce, on entend elle. Exact. Elle se réveille, elle, alors que c'est juste la première lettre. Donc c'est effectivement, c'est pour que tout le monde puisse s'identifier, se reconnaître. Alors on pensera peut-être plus aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui se sont reconnus dans certaines scènes, dans certains passages. Mais elle a un prénom. Et on va le découvrir. Donc apparemment il y a une suite. Tu es déjà en train de préparer la suite. Donc ce sera Coucou 2 en fait. Ça sera. Il y aura un autre titre. D'accord. Il y aura un autre titre, mais on en découvrira davantage sur son histoire, parce qu'en fait, Coucou, c'est certaines étapes de sa vie. D'accord. Mais c'est pas toute sa vie en fait. D'accord. Et on va découvrir des choses qui complètent ce qu'on a pu découvrir. Et on comprendra mieux pourquoi aussi elle peut avoir comme ça des accès. Voilà, on va Elle comprendre. est intense, hein, ce personnage est un personnage intense. Donc à certains moments, on la voit hurlant, mais l'instant d'après, elle a l'air d'être dans une forme d'intériorité. Alors justement, dans cette pièce, il est question de bipolarité. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux internautes et aux téléspectateurs ce qu'on entend par bipolarité? Parce que très souvent, il y a une confusion qui est faite entre la schizophrénie et la bipolarité. Oui, donc en fait, la schizophrénie,
c'est une maladie psychotique. D'accord. La bipolarité, c'est un dérèglement de l'humeur, c'est des troubles de l'humeur. Donc, c'est une alternance entre des phases, maniaques, voilà, d'exaltation et de déprime, en fait. Et c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. C'est-à-dire que voilà, ça peut surgir suite à un traumatisme. Il peut y avoir aussi des prédispositions génétiques. D'accord. Ça peut être aussi causé par le manque de sommeil, par la consommation de psychotropes, de drogue et tout. Donc ça peut vraiment toucher tout le monde. Et donc du coup, pour tout le monde peut se projeter, puisque ça peut te toucher tout comme moi, en fait. D'accord. Et voilà. Parce qu'effectivement, quand on lit cette pièce, on voit qu'à certains moments, déjà la première scène, donc elle est seule, elle est donc dans cet asile, hein, dans cet enfermement psychiatrique, et on voit qu'elle s'adresse à des gens. Qui sont ces personnes à qui elle semble s'adresser? Au départ... Je pense que ce sont des personnes qui sont là, qui sont venues lui rendre visite. D'accord. Mais elles se rendent vite compte que ce ne sont pas des personnes réelles, ce sont des hallucinations, en fait. Mais ce sont des hallucinations, mais en fait, elles pensent que c'est le reflet d'elles-mêmes. Ce sont ces moi. Donc elle s'adresse à ces moi, en fait. Et pendant quasiment toute la scène, elle s'adresse à ces moi qui finalement est le public. D'accord. Voilà. Et parce que justement dans cette maladie, les personnes peuvent développer des hallucinations auditives ou visuelles. Ça dépend des malades, ça dépend de leur parcours de vie, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont malades, mais aussi des fois qui continuent à consommer des substances comme de l'alcool, comme de la drogue, et puis ça peut aussi accentuer puis amener à des décompensations. Donc malgré les traitements sont là pour stabiliser. Il y a des personnes qui ne prennent pas leur traitement, qui se connaissent et qui ne prennent pas leur traitement, mais c'est dangereux parce que effectivement un traitement qui permet d'une bonne stabilité permet à ces personnes malades de pouvoir être insérées dans la société. C'est-à-dire une personne qui est bipolaire peut travailler normalement à partir du moment où elle est stabilisée, peut avoir un poste à responsabilité, même être personnel soignant. J'en connais. Voilà, c'est pas quelque chose de contradictoire. Mais est-ce que justement cette bipolarité, ce n'est pas quelque chose qui fait peur? Et est-ce qu'à travers cette pièce, tu essaies aussi d'expliquer à tes lecteurs qu'il ne faut pas craindre, que ce n'est pas dangereux et que en fait effectivement voilà, la bipolarité ça peut être un petit peu aussi comme n'importe quelle autre maladie. Est-ce que c'est une façon d'apaiser à la fois ceux qui sont porteurs de cette bipolarité, mais aussi une façon d'indiquer à ceux qui ne connaissent pas cette maladie, rassurez-vous, il ne va rien vous arriver? Alors c'est vrai que moi, depuis le collège, j'ai eu autour de moi des personnes qui sont malades. D'accord. Des proches qui sont malades, qui sont bipolaires. Et donc, moi, j'ai ressenti des choses, j'ai vécu des choses, j'ai ressenti la douleur, j'ai ressenti la détresse, j'ai ressenti aussi le jugement de l'autre, les regards des autres. Et je les ressens encore aujourd'hui, puisque je suis assistante sociale, donc je suis amenée à recevoir des personnes malades, en détresse, des familles qui sont dans l'incompréhension et qui culpabilisent aussi des fois quand elles sont amenées à devoir hospitaliser de force les proches. Donc moi, c'est un message, c'est pour quelque part cette pièce, parler de la maladie puisqu'on n'en parle pas assez. Exact. C'est pour délivrer aussi un message d'espoir. C'est pas parce qu'on est malade que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir ni de rencontrer l'amour, ni de vivre avec ses enfants. On peut être malade et avoir une vie après. Je mets aussi en avant la douleur. Oui. La douleur aussi qui peut être générée par le regard de l'autre. Absolument. Donc c'est une manière aussi de faire se questionner l'autre sur comment ils peuvent juger des personnes en fonction de leur ressenti. Ils ne pourront jamais savoir ce que la personne ressent.
Donc c'est un message d'ouverture, un message de tolérance et d'espoir et aussi d'amour. D'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce texte, même s'il il peut paraître dur, il peut paraître des fois cru, mais il y a beaucoup d'amour et rehaussé par ces illustrations de chouchou aussi. Absolument, parce qu'effectivement vous verrez que dans ce recueil il y a pas mal d'illustrations. Donc ce sont donc tes tableaux que tu as mis dans ce recueil, et aussi ces tableaux chouchou. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par chouchou? Alors c'est vrai que chouchou, ça évoque la douceur, ça évoque la tendresse. Alors d'où te vient cette série? Enfin, pourquoi tu as intitulé cela chouchou et que tu as choisi de les mettre dans ton œuvre théâtrale? Alors on va peut-être en montrer un ou deux, comme ça on pourra voir alors la plus alors là c'est la dernière, on va essayer de montrer. Alors, tac, c'est ici? Oui, c'est ta caméra. Donc voilà, là, c'est deux petits personnages. Là, ils sont dos à dos, mais ils peuvent être en fusion, ils peuvent être enlacés. Et c'est Chou et Chou, c'est deux personnages sans sexe, sans couleur de peau, sans âge, qui véhiculent de l'amour, de la tendresse. C'est aussi un questionnement, parce que les personnages, en fait, on voit qu'ils sont positionnés différemment, on ressent en fonction. Voilà, et en fait, peu importe, c'est le corps qui parle, parce que même quand on a affaire à une personne malade, le corps peut apporter du réconfort, une caresse, une embrassade, et c'est important de pouvoir être là pour l'autre malade, et lui dire tu es importante, vas-y, tu vas y arriver, on est avec toi. Et au fur et à mesure de ce livre, la série Chouchou, finalement, elle apporte vraiment du réconfort et des messages supplémentaires, en fait, des messages supplémentaires. Alors en fait, le thème dont tu disais tout à l'heure, ce livre aussi parle beaucoup d'amour, mais aussi de non-amour. Alors je lis un passage, donc je crois que c'est l'acte 2, scène 1, « Il ne savait pas aimer ». La voix off, et puis j'ai repris ma petite routine pendant 3 ans. Anaé a bien grandi. Alors, il ne savait pas aimer. Apparemment, cette phrase est très importante pour toi. L'absence d'amour, est-ce que ça peut aggraver les choses selon toi ? Quand on est notamment, pas forcément porteur simplement de bipolarité, mais est-ce que tu penses que l'absence d'amour, alors je vais continuer à lire donc le passage, il ne savait pas aimer, mais il savait détester, il savait rabaisser, il savait manipuler et il savait insulter. Là, nous sommes carrément dans l'opposition de l'amour. Alors, qu'est-ce que ce non-amour? Pourquoi as-tu mis l'accent sur ce non-amour dans cette pièce? Alors moi je pense, j'ai la certitude que l'amour, et déjà l'amour c'est un sentiment normalement universel. On a tous besoin d'amour pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se construire. Et quand on n'a pas d'amour, quand on ne reçoit pas d'amour, il y a eu des expériences qui ont été faites, notamment, je ne me rappelle plus exactement, mais en Europe de l'Est, des enfants qui ont été élevés sans amour, ils ne se développaient pas, en tout cas la psychomotricité n'était pas avait été totalement freinée. Oui. Exactement. Sans amour, on s'éteint. Et ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, des personnes malades qui n'ont pas d'amour, c'est beaucoup plus difficile d'affronter la maladie, d'affronter les obstacles sans amour. Et même si finalement elle se retrouve souvent des fois seule, le personnage, elle a de l'amour autour d'elle. Elle a eu de l'amour de sa mère, elle a l'amour de sa fille, et elle se bat pour l'amour de sa fille, et c'est ça aussi qui va l'amener au fur et à mesure à se dire maintenant il faut prendre les devants parce que je l'aime et je m'aime surtout, oui. Donc du coup ça a beaucoup d'importance de toute manière pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui sont fragilisées. D'accord. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, le personnage de elle parfois peut se sentir seul. D'ailleurs il y a une scène qui s'intitule « Je ne suis pas seule ». Alors, la solitude, d'après ce que j'ai vu, est effectivement aussi un thème qui revient dans ta pièce, mais souvent la solitude est liée à l'incompréhension. Alors, pourquoi elle, ton personnage, peut se sentir à ce point incomprise à certains moments? Et seule, donc?
Alors déjà, elle se retrouve déjà souvent seule parce qu'elle est hospitalisée dans une chambre. Dans une chambre. Les chambres d'hôpital, elles sont blanches. Les chambres d'hôpital, elle perd la notion du temps. Elle perd ses repères. Donc déjà, à l'intérieur, dans l'hôpital, elle se sent seule parce qu'elle est seule. Mais à l'extérieur, elle se sent seule parce qu'elle aussi, elle est différente. Elle est hypersensible et à un moment donné aussi, elle dit qu'elle veut s'isoler, elle veut s'éloigner parce que justement, elle ne veut pas décevoir. Absolument. Il y a le jugement de l'autre, effectivement, qui lui renvoie des choses qui la font se remettre en question, mais aussi elle a peur de décevoir l'autre. Donc elle s'isole, elle s'éloigne, elle a peur du regard de l'autre, elle a peur de la société qui pourrait la juger. Oui. Mais on se rend compte aussi que le personnage de elle vit quelque chose de très violent quand elle est hospitalisée. Je lis donc, je crois que c'est l'acte 3, scène 1, l'incomprise, parce que très souvent, la solitude et le fait donc, de n'être pas comprise, elle va être amenée à avoir des débordements, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et elle dit, donc, dans une chambre d'hôpital, donc ça c'est la didascalie. La didascalie, donc ce sont toutes ces informations qui indiquent comment jouer la pièce, qu'est-ce que le personnage est en train de faire. Donc dans une chambre d'hôpital, elle est allongée sur un lit, attachée, assommée par les médicaments. La voix off. La police, les pompiers ont fini par appliquer et rebelote. Voilà que j'étais de nouveau hospitalisée. Ils avaient un peu forcé sur la dose, cette fois. Mais j'étais consciente. J'étais là. Droguée, menottée, enchaînée. Vous pensez me dominer? Bâillonnée, censurée, séquestrée. Mais mon corps et mon esprit sont dissociés. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que malgré le fait qu'elle se retrouve dans une situation contrainte en fait, j'ai l'impression qu'il émane d'elle une force. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela? Pourquoi, mine de rien, malgré tout ce par quoi elle passe, ce personnage semble malgré tout un personnage très fort? D'où lui vient cette force? Je pense que cette force lui vient... Je pense que ça lui vient de sa mère. Je pense que ça lui vient de sa mère. Elle parle de sa mère. Elle parle beaucoup de sa mère. Elle parle beaucoup de sa mère, effectivement. Et elle aussi, elle est mère. Donc, elle a un enjeu. Elle a vu ce que sa mère peut-être n'avait pas pu faire pour elle. Et elle ne veut pas rentrer de nouveau. Elle ne veut pas rentrer dans le même schéma. À un moment donné, elle dit, justement dans le passage « Il ne savait pas aimer », est-ce que je peux lire? Oui, vas-y, absolument. Mais quelque chose dans ma vie a changé depuis peu. Parce que je ne pouvais pas continuer à faire comme si de rien n'était. Car comme ma mère, je commençais à dépérir, avec cette impression bizarre que j'allais bientôt mourir. Donc, elle se rappelle des choses et elle comme une comparaison en fait. Absolument. Donc du coup... voilà, je pense que après, c'est vrai que est-ce que tu penses qu'elle ne veut pas répéter des schémas? Parce que j'ai le sentiment qu'elle se bat non seulement contre l'incompréhension donc de cette maladie. Un peu plus loin, nous voyons que comme elle est donc bipolaire, on veut lui retirer la garde de son précieux enfant. Et j'ai l'impression qu'en plus de ça, au-delà de tout cela, elle lutte intérieurement contre « je n'ai pas envie de reproduire des schémas ». Exactement. Est-ce que je peux lire, parce que ça illustre parfaitement. Vas-y. Est-ce que je peux lire? Après, je ne sais pas combien de temps on peut... on a tout notre temps. D'accord. C'est une longue conversation. D'accord. Alors, donc c'est vers la fin en fait. D'accord. Avant de te dire que je t'aime, car je ne l'ai jamais fait, j'ai quelque chose à te confier. Je voudrais te remercier. De ne pas m'avoir parlé de toutes les difficultés de la vie, cela m'aurait bien trop influencé dans mes choix d'hier et d'aujourd'hui. De ne pas m'avoir trop complimenté, je n'aurais pas pu faire ce travail sur moi qui me permet d'avancer, d'évoluer, car c'est maintenant que cette étape devait arriver.
de m'avoir laissé faire des erreurs, tomber et me casser la gueule, car aujourd'hui sur l'étrier, je remonte seule. Enfin, de ne pas m'avoir trop montré tout l'amour que tu avais pour moi, mais de m'avoir laissé le deviner par tes actes et tes choix. J'ai mis du temps pour te le dire et je regrette que tu ne sois plus là. Je t'aime, maman. Et là, elle se dit, pour rien au monde, je ne voudrais qu'Anaé, donc sa fille, oui, me dise je t'aime de cette manière, une fois que je ne serai plus sur terre. Donc elle n'a pas pu dire les choses à sa mère. Elle n'a pas pu lui dire je t'aime. Elle n'a pas pu... Et elle ne voudrait pas que sa fille, donc pour laquelle elle rompre encore la transmission généalogique de toutes ces souffrances. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle décide de se battre, de rester forte. Et peu importe le mal qu'elle ressent par toutes les contraintes, par les cendres, par les médicaments, peu importe finalement. Elle décide de se battre. Elle décide de se battre et d'aller de l'avant en fait. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'à travers cette pièce, tu dénonces aussi peut-être, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, la violence en fait qui est faite dans les milieux psychiatriques vis-à-vis des personnes différentes? Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi... tu ne pointes pas du doigt la façon dont, quand quelqu'un déborde, parce qu'à un certain moment, le personnage de Elle, suite... à une exposition, au cours d'une exposition, j'ai beaucoup aimé ce passage. Un vernissage. Pardon, elle va carrément disjoncter, hein, c'est bien le terme. Elle a décompensé. Elle a décompensé. D'accord, donc c'est ce que toi tu vas appeler décompenser. Oui, elle a décompensé parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant, qui l'ont mis dans une tristesse, donc elle s'est alcoolisée. Et au fur et à mesure, par le manque de sommeil, eh ben, son état s'est dégradé et elle a décompensé. Voilà. Et je trouve que la manière dont on va la saisir, alors oui, c'est vrai qu'elle donne des coups de pied, qu'on a du mal à la contenir, mais est-ce que quelque part, face à ces personnes différentes qui suscitent la peur, faut se l'avouer quand même, quand on voit quand même quelqu'un qui déborde, il y a une peur, est-ce que quelque part tu n'es pas en train de pointer le doigt sur comment on encadre ces personnes? Alors, dans le milieu hospitalier, ce sont des professionnels qui sont formés à accueillir ce public. Après, comme dans tous les métiers, il peut y avoir de l'épuisement, il peut y avoir des manques de moyens matériels, il peut y avoir tout. Il peut y avoir des personnes qui travaillent et qui n'aiment pas fait le choix d'être là. Qui n'ont pas fait le choix, qui n'aiment plus ce qu'ils font. Donc il y a cette violence finalement qui peut rejaillir d'un énervement, voilà, je te mets un coup par là, et ça arrive. Et une personne que je connais qui est bipolaire et qui a été hospitalisée à un moment donné m'a dit plusieurs années après qu'elle s'était fait frapper par un infirmier. C'est ça m'a aussi influencé dans l'écriture de cette scène. Mais il y a cette violence physique, il y a une autre violence dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'infantilisation. Oui. C'est l'infantilisation. J'allais venir justement. Ouais. Oui. Et ça aussi, c'est quelque part. La personne qui est soignante peut, elle, être dans toute sa bienveillance, mais la personne qui reçoit les soins, elle se voit réduite à être. Être juste un patient à qui on parle comme un enfant, quoi. Ça peut être aussi une violence. Et pourtant, je trouve que l'infirmière, quand elle s'adresse un moment à elle lui dit « réveillez-vous ». J'ai trouvé quand même que c'était important du fait qu'elle s'adresse directement, parce que très souvent, quand une personne est alitée, on va s'adresser à elle en utilisant la troisième personne. Elle va bien ? Elle a bien dormi, et j'ai trouvé quand même qu'il y avait une forme d'humanisation dans les rapports qu'elle a avec le personnel, notamment cette infirmière qui vient la réveiller, puisque elle utilise la deuxième personne, enfin elle la vouvoie, ce qui est assez rare, puisque quand on infantilise quelqu'un, on a tendance effectivement à faire comme si c'était une chose et non plus un être humain. L'autre thématique aussi, on en a un petit peu parlé déjà, c'est le regard de l'autre, qui est très présent dans ton œuvre. Pourquoi ce regard de l'autre est-il aussi important, et en quoi il pèse sur le personnage de Elle? Déjà, je pense que l'autre est nécessaire et indispensable
et notamment ce regard dans la construction de soi. Parce que quand on se construit, l'estime aussi, l'estime qu'on a pour nous, c'est on la construit par rapport aussi à ce que les personnes nous renvoient en fait. Absolument. Et ce que les gens, à travers cette pièce, lui renvoient, comment dire, elle ne voulait... je perds mes mots, mais en fait, oui, le regard des autres sur elle, c'est ça qui va déterminer en fait sa progression et les choix qu'elle va faire dans sa vie. Alors, est-ce qu'on peut dire que le regard de l'autre est finalement à la fois un enfermement, mais aussi quelque part une planche de salut? Enfin, quelque part, ça nous aide. Oui. Ça va aider elle à pouvoir se réaliser. Est-ce que c'est vraiment cela? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'elle ressent la pression de l'autre. Elle voudrait s'en éloigner, mais en même temps, elle a besoin de l'autre. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué comment on peut faire avec... comment on peut avancer avec quelque chose qui pourrait être nuisible, mais en même temps dont on a besoin. Oui, c'est ça. Donc, après, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc, en fait, tu parles de la complexité de l'être humain, de la vie, que l'on soit bipolaire ou pas. Je crois que c'était Camus ou Sartre, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui a dit, j'ai un petit souci de mémoire là, l'enfer c'est les autres. Donc on a besoin de cet enfer finalement pour pouvoir se construire. En tout cas, elle a besoin de cet enfer pour pouvoir se construire. Alors, à certains moments, il y a des passages où elle utilise un langage extrêmement cru. Est-ce que c'est lié à la bipolarité? Est-ce que c'est parce qu'elle décompense quand elle appelle sa copine qui a été choisie par rapport à elle pour ce vernissage? Quand elle va lui parler, elle s'adresse à elle. Ah avec, oui. Donc c'est dans la scène Pulsion, elle utilise un vocabulaire cru. Alors pourquoi ça a été important? Mais en métaphore, elle reste en poésie. Alors elle reste en poésie. Oui, elle reste tout en poésie, mais c'est vrai que c'est... Et puis elle a bu. Alors elle abuse, elle s'alcoolise, elle est triste parce qu'elle n'a pas été, on l'a squeezée pour une exposition, donc elle commence à s'alcooliser et sous le coup de la tristesse et sous l'emprise de l'alcool, elle se met à dire des choses qui sont crues, mais qui sont vraies, mais qui sont dans la poésie. Donc, Alors effectivement, à quatre pattes, les fesses en l'air, il t'aura vite humilié. Donc là, elle s'adresse à cette copine qu'elle appelle pour la mettre en garde en fait. Oui, mais en fait, les premiers paragraphes, c'est du cru, mais elle explique que je joue de métaphores, tu l'auras compris. Absolument. Voilà, absolument. En fait, c'est comme ça qu'elle explique. Je joue de métaphores, tu l'auras compris quand je parle de... Exact. Voilà, aussi, et puis à un moment donné, elle dit oui, il est question d'estime de soi. Tout à fait. Donc en fait, pour elle ne voit pas forcément le mal, elle lui explique, elle veut la conseiller. Prends garde à la malveillance, ne te fie pas aux apparences, comme l'objurgation s'immisce partout, ne laisse ouvert. Absolument, voilà. Exactement. Donc voilà. Et donc on voit aussi que ton personnage n'a pas peur de sa sensualité et de sa sexualité, puisque à un certain moment le personnage de elle trouve que l'infirmier est à son goût. Et est-ce que c'est une façon aussi de montrer que le fait d'être bipolaire ne fait pas disparaître ni la féminité ni le désir, donc on ne devient pas une espèce de chose, une chose malade. On est un humain à part entière. Donc le simple fait qu'elle lorgne comme ça cet infirmier, est-ce que c'est cette façon que tu as de dire attention, le fait d'être malade ne la déshumanise pas? En fait, je faisais peut-être plus référence à la question de la sexualité en milieu hospitalier. D'accord. Oui, parce que les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées, elles ont des besoins aussi. Exact. Elles ont des besoins, et alors peu importe la maladie, et même on pourra même parler du handicap, ça reste tabou, et pourtant il y a des besoins. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, elle se lâche,
un atelier artistique, elle va fabriquer un objet qui va surprendre tout le monde. Voilà. Alors Céline, on va te retrouver tout à l'heure, après donc notre page publicitaire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors nous retrouvons Céline Bernabé, donc l'autrice, dramaturge donc de la pièce Coucou le livre, c'est bien comme cela, hein? Coucou, oui. Coucou, d'accord. Donc tout à l'heure on parlait donc de la bipolarité, parce que c'est la thématique essentielle de la pièce, mais j'aimerais bien aussi que tu nous montres un petit peu la première de couverture et que tu nous dises un petit peu ce que ça représente. Donc on voit un personnage qui semble avoir des ailes et une boîte rouge. Alors est-ce que tu peux expliquer aux internautes, aux téléspectatrices et téléspectateurs la symbolique de cette image ? Alors, tout d'abord, dans mon travail artistique, j'ai plusieurs séries dont tu as pu parler. Donc, tu avais parlé de la série Chouchou, mais il y a la série aussi Corps et Esprit, qui est une série interdisciplinaire où je travaille au niveau de la peinture, de la sculpture, de la photographie et aussi maintenant de l'écriture. Donc, ce livre qui s'inscrit dans cette série, il me paraissait logique de pouvoir l'illustrer. En fait, ça fait référence à ma série de peinture Corps et Esprit. Donc, du coup, la boîte rouge symbolise, ou la boîte rouge symbolise la douleur. D'accord. Donc, c'est la capacité au corps, donc là, cette silhouette, à faire face, à accepter ou non la maladie. D'accord. Et la maladie et donc la douleur. Et cette boîte rouge, finalement, elle est présente, mais on a l'impression qu'elle veut la cacher. Exact. Elle veut la cacher, mais en même temps, il faudrait quand même la montrer un peu pour que les gens puissent comprendre qu'elle souffre. Mais il ne faudrait pas trop la montrer non plus. Donc voilà, c'est cette relation avec la douleur. Et puis les ailes, parce que ce sentiment de liberté, elle recherche la liberté, elle recherche la légèreté. Mais malheureusement, comme elle le dit, elle a brûlé ses ailes et elle est tombée dans ce nid de coucou. D'accord. Et en fait, elle est assise parce qu'elle se retrouve souvent assise sur son lit. Sur son lit d'hôpital. Voilà, assise à attendre. Donc voilà un peu pourquoi cette... Et pourquoi le choix de ces couleurs justement ? Ça fait le rappel, ça fait écho à la série picturale, le noir, le rouge, le blanc. Des fois, il ne faut pas plus pour exprimer une émotion. Le rouge fait souvent allusion en fait à l'énergie aussi. À l'énergie, mais aussi des fois au sang. Quelque chose de vital, à quelque chose mais aussi de douloureux, tu vois. D'accord. Donc voilà, le blanc, parce que qui est associé à quelque chose de pur. Le noir, le personnage est tout en noir parce qu'on ne sait pas finalement qui il est. Tout à fait. Ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Et voilà. Et ça permet, comme le nom de personnage principal, de s'identifier, de se projeter. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais te dire ? Alors en fait, je constate que cette boîte rouge, comme tu disais, qui symbolise la douleur, qui représente la douleur, mais quelque part, je trouve qu'il y a une forme d'espoir. Pourquoi ? Parce que la boîte rouge n'occupe pas tout l'espace. Donc, est-ce que c'est une façon de dire aussi qu'on peut contenir cette douleur, qu'on peut agir sur elle en se maîtrisant, ou est-ce que c'est aussi cette interprétation qu'on peut avoir ? En fait, la douleur, là, elle est petite, mais elle peut être petite, mais intense par les répercussions qu'elle peut avoir aussi sur la vie. Donc, la taille ne fait pas l'intensité. L'intensité, en fait. C'est sa présence. D'accord. Et son emplacement. Parce qu'elle aurait pu la mettre comme ça, sa douleur. Exact. Pour la mettre en évidence, vous voyez. Je souffre. Voilà, c'est à cause de ça. Elle aurait pu être énorme et légère, mais là, elle est contenue en fait. Et non, c'est pas sa taille qui va faire que... Son intensité. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi une façon pour toi de rendre hommage à toutes ces personnes qui vivent avec une douleur que l'on ignore ? Est-ce que tu les invites à décomplexer par rapport à ce qu'elles vivent ?
Parce que je trouve qu'on est dans une société quand même où dire j'ai mal, c'est tout de suite inspirer le rejet. C'est comme si c'était une forme de faiblesse. Exact. Voilà. Il ne faut pas montrer qu'on a mal. Il ne faut pas montrer qu'on souffre. Voilà, sinon, on n'est pas inspirant. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression en fait. On peut pas servir de modèle, si on souffre. Et non, mais on souffre tous. La douleur, c'est un ressenti aussi, comme l'amour, universel. On peut souffrir psychologiquement, on peut souffrir physiquement. Voilà. Et aussi, c'est un message pour dire on ne peut pas juger l'autre par rapport à la manière dont il vit, dont il ressent la douleur. Alors, voilà, il faut en parler parce que c'est important, parce que ça fait partie de la vie, mais c'est aussi pour montrer que, ouais, c'est un message de tolérance et d'ouverture. Et d'espoir aussi. Et d'espoir aussi. Alors justement, ça arrive très bien, donc ce que tu viens de dire par rapport à ma question, cri d'amour, cri d'espoir, invitation à la tolérance. Toi, Céline Bernabé, que t'a apporté l'écriture de ce livre? À toi en tant qu'autrice. Ce que ça m'a apporté, on va dire... Je ne sais pas ce que ça m'a apporté parce que comme les œuvres que je peins, je sais pas, ça permet de déverser effectivement, mais quelque chose qui m'apporte beaucoup, c'est les retours que j'ai. D'accord. Tous les retours que j'ai où les personnes me disent merci, c'est nécessaire, c'est important ce que tu fais, de parler de ça. Il y a des personnes qui sont malades qui m'ont contacté par soit Instagram, soit n'importe quel les réseaux sociaux, et qui me disent merci vraiment parce que je me sens moins seule. Je n'ai jamais vu quelque part une œuvre où on parlait de ma maladie en fait. D'accord. De cette manière en tout cas, pas de manière... pas sur le plan, oui, voilà. Pas sur un plan médical avec les symptômes. Non, là c'est vraiment en termes d'émotion. Donc ce sont ces retours qui m'apportent beaucoup, qui me disent, qui me font me dire que voilà, il faut que je continue à aborder la maladie parce que c'est important. Et il faut que je continue à écrire aussi parce que ça libère d'autres personnes. Alors, avant d'arriver à la fin donc, de cet entretien, donc, on disait tout à l'heure que cette pièce ne s'adresse pas qu'à ceux qui sont touchés par la bipolarité, mais qu'elle s'adresse aussi aux autres qui ne comprennent pas cette maladie. Quel message tu pourrais donner à ces personnes-là? En quoi la lecture de cette pièce de théâtre pourrait les aider? Vraiment, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pour tout le monde, autant les personnes qui sont malades, autant l'entourage. Ça va les aider, déjà pour les personnes qui ne connaissent pas la maladie, à se dire peut-être qu'il faudrait que je me renseigne, ou peut-être qu'il faudrait que je vois aussi le monde différemment. Peu importe, là c'est la bipolarité, mais ça peut être n'importe quelle maladie. Absolument. Il y a des maladies invisibles, l'endométriose, on la voit pas, les personnes souffrent, et on en parle vraiment que progressivement que maintenant, et comme la bipolarité, c'est que maintenant que les gens arrivent à dire oui, je suis malade, je suis bipolaire. Vous voyez, tu vois, il y a des célébrités, il y a des humoristes, Blanche Gardin. Oui, elle le dit, elle le dit ouvertement. Elle en fait des sketchs, elle fait de l'autodérision. Zeta Jones. Oui, Catherine Zeta-Jones. Voilà. Ouais. Je me demande si... après, je ne sais pas, mais il me semble que Paul Vord aussi. Il me semble, ouais, je suis voilà. pas sûre. Mais il y a beaucoup de personnes qui commencent à se libérer. Et le fait de pouvoir en parler, là c'est une pièce de théâtre, mais ça peut être sur tous les supports. Voilà, essayer de... Oui, peut-être de dédramatiser, de faire se dire aux gens, il faut essayer d'être plus tolérant et se dire finalement qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et au contraire, il faut être là pour les gens. Il faut pouvoir donner de l'amour pour aussi leur permettre d'aller mieux.
Voilà. Exactement. Alors, dans ce livre, malgré toutes les difficultés auxquelles vont être confrontés donc ce personnage de Elle, puisqu'elle se bat déjà pour essayer d'exister, pour essayer de créer, puisque c'est une créatrice. Elle ne supporte pas l'infantilisation dans l'hôpital quand on lui demande de créer des petites œuvres, alors qu'elle est une artiste chevronnée, expérimentée. Mais elle se bat aussi pour un amour profond, c'est sa fille. Donc sa fille Anaé, c'est bien le prénom donc, de sa fille. Et ce qui est particulier, c'est que pendant toute la pièce, elle va nous parler donc de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Et ce n'est qu'à la fin qu'elle parle de sa fille. Pourquoi brutalement faire intervenir cette déclaration d'amour à sa fille à la fin de la pièce? En fait, elle se rend compte que elle vivait, elle évoluait par rapport au regard des autres. Mais elle ne parlait pas de sa fille, elle parlait que d'elle, de ses délires, de ses exploits, puisqu'effectivement, elle, c'est une artiste internationale qui a exposé dans plein de pays, mais sa relation avec sa fille, elle n'en parlait pas. Et elle explique mais pourquoi finalement? Parce qu'à un moment donné, elle se retrouve chez elle et elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à avancer. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi? Et tout d'un coup, elle se rend compte que... Mais oui. Parce qu'en fait, j'avais peur que vous me jugiez. J'avais peur que vous pensiez que je n'étais pas une bonne mère en fin de compte. Mais c'est pas pour autant qu'elle vivait pas énormément de choses avec sa fille. C'est qu'elle n'en parlait pas en fait. Parce qu'elle avait cette peur en fait. Mais c'est pas parce que elle n'en parle pas dans toute cette pièce que dans sa vie, elle ne construit pas des choses intenses avec elle. Voilà, et c'est à la fin effectivement qu'on se rend compte du poids, de l'importance de sa fille dans sa vie. D'accord. Et donc on voit que cette mère, parce qu'elle est artiste, mais elle est mère, elle, dans cette œuvre, elle est fille de, elle est artiste et elle est mère de. Et on se rend compte que à la fin, il y a presque une victoire parce qu'elle se bat pour garder sa fille. Pourquoi on cherche à lui ôter la garde de sa fille? On a bien dit qu'elle se retrouve souvent seule. Elle est seule avec sa maladie, elle est seule avec ses doutes, ses incertitudes. Et quand elle est hospitalisée, elle ne peut pas garder sa fille. Donc, elle a une garde alternée qui lui permet 1 semaine sur 2, pendant les vacances scolaires, voilà, le père, elle a voulu maintenir les liens de sa fille avec son père, donc elle a mis en place cette garde alternée. Et donc du coup, comme par hasard, quand elle est hospitalisée, c'est le papa qui a la garde. Donc comme elle reste pas longtemps hospitalisée, 10 dizaine de jours, quand ça tombe dans les grandes vacances scolaires par exemple, c'est très bien, c'est super. Mais quand elle décompense et qu'elle a sa fille, là il n'y aura pas ce cas de figure, mais elle ne peut pas, comment dire, s'occuper de sa fille. Et le père de sa fille qui a refait sa vie, lui, il veut aussi peut-être le meilleur aussi pour sa fille, donc il va demander la garde totale. Alors, est-ce que la justice, justement, tient compte de ces personnes bipolaires? Est-ce que la justice, selon toi, les juge inaptes à pouvoir être des parents cohérents ou des mères, dans le cas de Elle, cohérentes? Ou au contraire, se disent, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'être une bonne maman? En fait, je pense que dans le cas de figure de Elle, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est une artiste et qui vit de son art. Et quand on est artiste et qu'on vit de son art et qu'on est malade, c'est compliqué de faire rentrer de l'argent. Donc elle explique, même cette année c'est compliqué, voilà, elle n'a pas forcément beaucoup exposé. Et comme l'autre artiste lui a un peu volé le pion, voilà. Donc du coup sur le plan financier, c'est pas ça.
sur le plan psychologique, c'est pas ça. Donc c'est vrai qu'un juge, quand il va évaluer l'incapacité d'un parent à prendre en charge son enfant, il va regarder le pour et le contre, il va regarder ce qui était en place, donc la garde alternée, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, il va prendre une décision en fonction des éléments que le demandeur va présenter en fait. Et comme elle est hospitalisée, elle ne peut pas forcément se rendre aux audiences. Donc voilà, il y a des décisions qui tombent et malheureusement, ça met du temps après pour relancer une procédure et pour prouver qu'on est apte et qu'on a les conditions de vie pour pouvoir accueillir une enfant. D'accord. Alors, je vais lire un dernier passage. C'est l'acte 3, scène 2. Ça existe, les arêtes dans le poisson pané. Je trouve qu'il y a aussi, malgré la souffrance et la solitude de elle, je trouve que tu mets beaucoup d'humour. Est-ce que on va dire pour toi que l'humour est salvateur? Est-ce que ça aide à pouvoir affronter toutes ces situations? Parce que ça existe, hein, les arêtes dans le poisson pané. Oui. Alors, pourquoi cet humour? Alors, pour ce passage, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'étais petite, d'accord. J'avais mangé du poisson pané à l'école et il y a une arête qui s'était logée au fond de ma gorge, donc près de ma luette, et personne ne me croyait. Et j'ai souffert toute la journée et on me disait non, ça n'existe pas des arêtes dans du poisson pané, c'est pas possible. Alors les gens, ils ont leur certitude et c'est ça dans la vie, il y a des gens qui ont leur certitude. Absolument. Et pourtant ça existe les arêtes dans du poisson pané. Et elle le dit au début qu'elle est un oiseau finalement, mais elle a brûlé ses ailes. Tout à fait. Et sans ailes, on peut pas voler, on peut pas être libre. Mais elle se rend compte, mais si ça existe les arêtes dans du poisson pané, un oiseau sans ailes, c'est pas une absurdité alors. Si quelque chose d'impossible finalement est possible, alors peut-être qu'il y a plein de choses dans la vie qui sont possibles finalement. Et elle dit, mais au fait, il y a des oiseaux aussi qui ont des ailes et qui savent même pas voler. Absolument. Comme les autruches. Et pourtant elles avancent. Alors moi je vais pouvoir avancer, c'est pas grave. L'important c'est pas de pouvoir voler, non, c'est pas ça. L'importance pour elle, dans ce cas de figure, c'est de pouvoir récupérer sa fille, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir, malgré les douleurs, malgré la maladie, atteindre ses objectifs. Alors justement, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre courrier, celui du jugement. Une modification de mes droits de garde avait bien été prononcée. En gros, j'avais perdu la garde alternée d'Anaï. Je ne la vois dorénavant qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais il n'a pas gagné. Maintenant, je prends les devants. Les douleurs n'auront pas raison de moi. Il faut que je trouve une zone de sûreté. Elle sera artistique ou pas, mais il n'existe aucune fatalité. Ma fille, je vais la récupérer. Je ferai tout pour y arriver. Je le ferai. Je trouve qu'effectivement, ce dernier passage de cette voix off souligne la détermination de elle et comme tu viens de le dire, même s'il n'y a pas les ailes et même si ça peut arriver effectivement, ça existe les arêtes dans le poisson pané, donc finalement il ne peut y avoir d'obstacle au bonheur. Ouais. Oui. La maladie, la bipolarité, la solitude, le fait de n'être pas choisi, le regard des autres, la colère aussi, parce que mine de rien on a le sentiment que elle, puisqu'à un moment tu disais qu'elle se bat contre ses moi, et finalement est-ce qu'elle réussit à faire taire tous les moi en elle, les moi MOI et les moi accent grave MOI. En fait, elle pense que ce sont ses moi, mais ce ne sont pas ses moi en fait. C'est le regard des autres, c'est ce jugement en fait finalement qu'elle a qui se sont transformés en fait. Elle a cru que c'était quelque chose, ses propres freins. En fait, c'est moi, elle a pensé que c'était ses propres freins, mais non, c'était le regard des autres qui se sont transformés comme si c'était des vraies personnes, comme si c'était des entités. Mais non. Et en fait, elle a compris. À la fin, elle dit « Je me suis trompée ». Alors, je vais peut-être lire vite fait ce passage. Et justement, c'est
page 65, je me suis trompée. Elle explique Oui, bien, exact. elle s'est trompée. Donc voilà, c'est un passage qui illustre mes propos. Donc elle dit, mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Désemparée, elle s'assoit et réfléchit. Et si? Et là, elle s'adresse à ses moi. Enfin, elle pense que ce sont ses moi. Et c'est le public qui, au cours de la pièce de théâtre, a pu rire de tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle fait preuve d'humour, comme Absolument. tu dis, ou qui était peut-être un peu plus choquée. Et donc elle dit quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez donc pas fini de me juger, de rire de ma vie ou d'avoir pitié? Depuis le début, vous êtes là, vous êtes passif, vous ne m'aidez pas. Vous ne faites qu'assister. Oui, c'est un public, hein, entre guillemets, c'est un public. Mais est-ce que vous êtes vraiment mes moi? Et là, elle se pose. Ou simplement les perceptions, les projections des autres qui m'entourent, de la société que mon esprit a enregistrée. Elle ouvre les yeux et la bouche d'étonnement. C'est donc ça. Elle réfléchit. Quand j'y pense, je ne vous ai jamais vraiment parlé d'Anaé. J'étais là à vous parler uniquement de moi, de mes délires et mes exploits, et jamais de ma fille et de mon quotidien à ses côtés. Donc elle se rend compte que finalement, ce qui l'empêche d'avancer, c'est ce qu'elle avait compris de ses hallucinations. Mais ce n'était pas la réalité, en fait. D'accord. Et elle dit bien après que je me rends compte, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me suis freinée parce que j'avais peur que vous me jugiez. Donc c'est ce qu'on disait. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Alors je ne vous en veux pas. J'ai besoin de vous, donc de la société, mais comprenez, votre présence, vos regards, c'est aussi une pression que vous m'imposez. Et parfois, ça m'empêche d'avancer. Et après, elle finit, voilà, de vous, je me suis libérée, car vous n'êtes pas moi. Je me suis trompée. Maintenant, je vais pouvoir rassembler mes idées. Merci beaucoup, Céline. C'est une invitation vraiment à l'espoir. Peu importe la douleur, n'est-ce pas? Peu importe ce par quoi on peut passer, mais la joie, l'humour, l'espoir, finalement permettent de s'en sortir et de croire qu'il y a des possibles. Oui. En cette fin d'année, je crois que c'est important de se dire que oui, il y a des possibles remplis d'espoir. Nous te remercions beaucoup, Céline, pour cette pièce qui, je le rappelle, s'appelle Coucou. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ton livre, s'il te plaît? Oui, alors en Guadeloupe, il est disponible en magasin à la librairie Générale. Il est également disponible aux Antilles à la librairie antillaise. D'accord. En Martinique, Casabule, c'est à Fort-de-France. Et sinon, dans toutes les librairies en ligne, les grandes librairies comme les petites, Fnac, Amazon, Cultura, vraiment surtout voilà, les sites internet. Et voilà. Et puis je vais réaliser aussi des séances de dédicaces où j'aurai des exemplaires. Donc voilà, je tiendrai informé sur ma page Facebook Céline Bernabé ou Instagram Céline-8 Bernabé de tous les événements qui seront mis en place autour de ce livre Coucou. Nous te remercions. Merci. Et nous aussi dans l'émission Préface, nous allons nous faire l'écho donc de tes différentes manifestations. Nous allons nous retrouver donc dans quelques instants pour notre rubrique Quelques lectures à vous conseiller après cette page publicitaire. À tout à l'heure. Alors, vous commencez à être habitué à cette émission et vous savez que j'aime bien vous conseiller quelques lectures. N'oubliez pas qu'un livre est toujours le meilleur moyen d'entretenir l'imaginaire des petits et des grands. Alors, tout d'abord pour les petits aux éditions Negmaron, Tigé créole pour Tijoie de Didier Manette aux éditions donc Negmaron. C'est un magazine de jeux 100% créole adapté pour l'apprentissage donc du créole. Donc vous avez des mots croisés, mots cachés, jeux des erreurs, de la culture générale, des jeux de lettres, même des proverbes et même du sudoku.
TG Créole, donc pour Tijoua, vous propose donc des classiques et des jeux originaux avec une seule particularité, adaptés donc pour l'apprentissage du créole. Ce nouveau magazine donc correspond aux attentes pédagogiques des classes de 6e et de 5e. Avec TG Créole pour Tijoua, il s'agit de faire vivre la langue et de mieux connaître sa culture et donc notre culture guadeloupéenne. Pour les plus grands maintenant, Fleurs d'insomnie, toujours aux éditions d'Aigues-Marron. Il s'agit donc de poésie, donc de l'auteur Alain Vérin. La première partie de cet ouvrage, donc Paroles de terre en sursis, nous exhorte à plus de responsabilité vis-à-vis de notre environnement et il souligne l'importance et la sauvegarde de notre patrimoine et rappelle nos exigences envers nos semblables dans notre quotidien. La seconde partie, Paroles sans parabole, met en exergue donc nos traditions et honore nos dignes postures et interpelle sur nos comportements. Et parmi ces fleurs d'insomnie, écloses entre les deux majeures qui ont ébranlé le pays, les deux crises majeures, 2009-2020, la communion de l'homme avec la nature se trouve tout au long de ce cheminement. Nous passons maintenant à un autre ouvrage, donc toujours aux éditions Aigues-Marron, de Cynthia Gokul, Prends ton tiban, assieds-toi. Je vais te raconter des histoires du temps où le diable était encore un enfant. C'est ce que nous disaient nos conteurs. On s'exécutait sans tarder pour apprécier ce moment. Dans ce recueil de nouvelles, vous retrouverez ou redécouvrirez cette chaleur qui émane des légendes et du quotidien antillais. Vous verrez tout ceci à travers les yeux d'un enfant assis sur un banc, comme on faisait les samedis après l'école ou après le catéchisme. Nous allons maintenant passer donc à des sorties aux éditions Une Voix, Une Histoire. Donc je rappelle que les éditions Une Voix, Une Histoire mettent en audio la littérature caribéenne. Donc je vous recommande Conte à case, donc c'est un ensemble de conteurs qui se réunissent pour raconter donc des contes. Donc je vous recommande le tome 1 et 2, donc les conteurs des grands fonds, aux éditions donc Une Voix, Une Histoire. Et enfin un dernier ouvrage que je vous recommande, c'est donc il s'intitule La ville de pluie. Il est écrit par Laure et Viva Cuirassier. Il a été publié donc aux éditions Jazor et mis en voix par les éditions Une Voix, Une Histoire. Alors un petit topo, petit homme habite la ville de pluie, une ville où il pleut sans cesse. Petit homme est petit, si petit qu'il disparaît sous l'immense chapeau du parapluie. Personne ne le voit, il est triste. Ainsi, ses amis, le chat, le chien et l'oiseau, vont tout faire pour que revienne le beau temps. Vont-ils parvenir à ramener la gaieté dans la vie de petit homme ? Je vous remercie de m'avoir écouté donc pour cette rubrique quelques lectures à vous conseiller. Nous allons maintenant passer à une autre rubrique que vous commencez à connaître. C'est la rubrique du lecteur ou de la lectrice. Cette rubrique dans laquelle je vous invite à laisser votre témoignage, vos ressentis à propos d'un livre que vous avez lu. Quel que soit ce livre, je rappelle qu'il peut être un essai, un conte, de la poésie, peu importe. L'essentiel et qu'à travers une vidéo de 2 à 3 minutes, donc vous vous filmez tranquillement et vous donnez votre ressenti. N'oubliez pas qu'il faut m'envoyer cette vidéo à l'adresse mail suivante, lauretarer@gmail.com. Bonjour, donc je m'appelle Chadé et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Sans vie et des poussières, qui est l'œuvre de Gisèle Pineau, l'une des plus grandes auteurs contemporaines guadeloupéennes qu'on ne présente plus, bien sûr. Donc si je devais résumer l'histoire avec mes mots, Sans vie et des poussières, c'est l'histoire de femmes guadeloupéennes d'une même famille. Donc on a notamment la mère, la grand-mère, les tantes, les voisines, un peu les femmes tournant autour, narrées du point de vue surtout de l'enfant, de la petite fille. C'est un livre qui m'a énormément marquée parce que j'ai eu la chance de le lire au moment où je devenais jeune adulte. C'est un livre que je devais lire à ce moment-là. Et il m'a marqué aussi parce que j'ai eu beau grandir en Guadeloupe, on a beau grandir quelque part, ce n'est pas pour autant qu'on comprend toutes les dynamiques sociales, toutes les histoires et les personnes nous entourant. Donc là, par exemple, on a l'histoire d'une femme multipliant les enfants sans père
vivant dans une cité à Pointe-à-Pitre. On a aussi l'histoire d'une femme dont la quête et l'échec de sa vie, c'est de n'avoir pas pu se marier et faire des enfants parce que c'est ce qui l'aurait légitimé. Et ce sont des choses que bien sûr j'ai vues très jeune, que j'ai essayé d'analyser très jeune, mais que je n'ai jamais compris. Et du coup, ce sont surtout des femmes dont je ne me suis jamais sentie proche. Et je pense que j'ai toujours voulu lire ces histoires pour me sentir plus proche de ces femmes. Et même si on ne peut pas tout comprendre, pour partager, avoir de l'empathie, pour regarder cela de moins loin. Donc voilà, je remercie vraiment Gisèle Pineau de nous avoir offert ce livre et ces récits de femmes en plus, c'est toujours quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et du coup, histoire narrée avec la plume de Gisèle Pineau qui est poétique tout en étant réelle, qui vraiment réussit à transmettre à travers ses livres la culture, l'atmosphère, l'imaginaire, tout ce qui fait de la Guadeloupe la Guadeloupe. Et du coup, vraiment, je ne peux que vous le recommander. Voilà. Donc je vous remercie. Donc après cette vidéo, nous allons passer à cette rubrique que vous aimez tant et que vous attendez avec impatience. Cette rubrique présentée par Alix qui s'intitule « Une page se tourne, silence ça tourne ». Nous laissons maintenant la place à Alix. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Laure, bonjour Céline. Bonjour Alix. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui a été adapté sous plusieurs formes, et en particulier en film et en série télévisée. Il s'agit du roman La Servante écarlate ou The Handmaid's Tale. C'est un roman de science-fiction dystopique, c'est-à-dire une fiction qui décrit un monde utopique sombre, écrit par la Canadienne Margaret Atwood, publié en 1985. Margaret Atwood relate qu'elle a débuté ce roman tandis qu'elle habitait Berlin-Ouest en 1984, avant qu'elle ne déménage au Canada puis en Alabama, dans lequel elle en a terminé l'écriture. Durant mes voyages dans différents pays derrière le rideau de fer, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, j'ai fait l'expérience de la méfiance, des silences, des changements subis de conversation. J'ai senti ce que ça fait d'avoir l'impression d'être espionné. J'ai vu les moyens détournés que trouvent les gens pour faire passer des informations et tout cela a influencé mon écriture. L'automne 85 voit la parution du roman au Canada, suivi en février 86 par les parutions au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans un avenir proche, la combinaison de pollution environnementale et de maladies sexuellement transmissibles a entraîné une baisse dramatique de la fécondité. Les Fils de Jacob, une secte politico-religieuse protestante aux accents fondamentalistes, en a profité pour prendre le pouvoir en détruisant la Maison-Blanche, la Cour suprême, le Congrès, lors d'un coup d'État. Les États-Unis ont été remplacés par la République de Gilead, basée sur une réinterprétation toute masculine du Vieux Testament. Une partie des citoyens américains survivants ayant échappé à l'emprisonnement se sont réfugiés au Canada et un gouvernement d'exil a été formé à Anchorage. Les relations hommes-femmes obéissent désormais à des règles très strictes. Le pouvoir est totalement aux mains des hommes, une élite occupe des fonctions de commandement, tandis que les autres servent la dictature, notamment au sein d'une milice omniprésente. Les femmes ont été déchues de leur statut de citoyenne à part entière. Elles ne peuvent ni travailler, ni posséder d'argent, ni être propriétaires, ni lire, ni écrire. Elles sont toutes placées sous une surveillance quasi permanente et sont divisées en 3 classes. Les épouses, qui ne peuvent plus avoir d'enfants, sont habillées de bleu, symbole de pureté. Les martas, qui sont censées entretenir la maison, sont en gris. Et enfin, les servantes écarlates, vêtues d'une grande cape rouge, symbole du sang de l'accouchement, sont vouées à la reproduction. Ces dernières sont contraintes de donner un enfant lors d'un viol ritualisé en présence de l'épouse stérile. Les autres femmes trop âgées ou infertiles sont déportées dans des camps. L'héroïne du roman, rebaptisée de Fred car elle appartient à un homme du nom de Fred, est une servante. Elle raconte peu à peu son histoire, se remémore sa famille, Luc son mari, Anna sa fille, Moira sa meilleure amie dans sa vie d'avant. Son unique raison de vivre, ce à quoi elle se raccroche désormais pour ne pas sombrer, ce sont ses souvenirs. Son récit alterne des instants de son quotidien en tant que la servante de Fred, des remémorations de sa vie passée dans les débuts de l'instauration du régime de Gilead, ainsi que des périodes de sa formation de servante qui fut un embrigadement particulièrement violent pour elle.
Atwood indique que son roman mêle 3 grands points qui lui sont importants. La littérature dystopienne qui l'a intéressé dès son adolescence, avec notamment en 1984, Le meilleur des mondes et Fahrenheit 451. Ses études sur les XVIIe et XVIIIe siècles aux États-Unis et les dictatures et leur mode de fonctionnement. Ce qui est le plus saisissant dans The Handmaid's Tale, c'est que tout est vrai. Je me suis fixé une règle. Le roman ne devait contenir que des éléments qui ont réellement existé à un moment donné de l'histoire. J'ai donc entrepris énormément de recherches. J'ai voulu mettre en place cette règle pour que personne ne puisse dire que j'avais l'esprit tordu, que j'avais inventé toutes ces horreurs. Je n'ai rien inventé. Les pendaisons en groupe, les victimes déchiquetées par la foule, les tenues propres à chaque caste et à chaque classe, les enfants enlevés par des régimes et remis à des officiels de haut rang, l'interdiction de l'apprentissage de la lecture pour les femmes, le déni du droit à la propriété, tout cela a des précédents. Et une bonne partie d'entre eux se rencontrent non pas dans des cultures éloignées, mais dans la société occidentale, rappelle Margaret Atwood. Elle détaille également ses sources d'inspiration, l'obligation pour les femmes d'avoir des enfants dans la Roumanie de Ceausescu, le recours à des mères porteuses dans l'Allemagne nazie d'Hitler, la communauté religieuse de People of Hope aux États-Unis, considérée comme une secte fondamentaliste, a également servi d'inspiration à l'auteur. Des décennies après sa parution, le roman est encore décrit comme une puissante critique sociale, reflétant les dangers des groupes fondamentalistes américains et du fanatisme religieux. Depuis l'élection de Donald Trump en 2017, les ventes du livre mis en avant dans les librairies à ce moment-là ont augmenté de 200%. La vision spéculative d'Atwood résonnait étonnamment dans cette Amérique qui menaçait les libertés civiles et les droits acquis par les femmes, qui peuvent être remis en cause même dans nos sociétés modernes. Essentiellement réduites à leur utérus, les servantes vêtues de robes rouges et de bonnets blancs à œillères sont devenues en peu de temps le symbole du droit des femmes à la reproduction. Face aux récentes régressions des libertés reproductives en Irlande ou en Argentine, ce costume est devenu un uniforme de protestation lors de manifestations pro-choice à travers le monde. En 2019, ce vêtement est même devenu une des tenues populaires à porter lors de mouvements de contestation. La menace qui pèse sur les droits reproductifs n'est pas le seul avertissement que l'on trouve dans le récit dystopique de Margaret Atwood. La crise environnementale y est également l'une des trames principales. La République de Gilead est née d'un désastre écologique, notamment causé par une guerre nucléaire. Les déchets qu'il en reste produisent des radiations incontrôlables et de la pollution toxique, le tout participant à l'effondrement de l'écosystème. En 1990, le livre connaît une première adaptation avec un film américano-allemand réalisé par Volker Schlondorf, scénarisé par Harold Pinter. Il sera également adapté en programme radio, en ballet, en pièce de théâtre et même en opéra. Le site web de vidéo à la demande Hulu annonce le projet d'une seconde adaptation en avril 2016 avec l'actrice Elisabeth Moss dans le rôle principal. La série est créée par Bruce Miller, qui en est également le producteur exécutif avec Daniel Wilson. Margaret Atwood est productrice et consultante sur le projet, notamment sur les parties du synopsis qui extrapolent le roman ou le modernisent. Elle fait également une apparition courte dans le premier épisode. Elle joue l'une des tantes et gardiennes responsables de la rééducation et du lavage de cerveau des servantes. Elle frappe June, qui est l'héroïne, pour avoir refusé d'accabler une femme qui avait été violée. Suite à son succès, la série est reconduite pour 4 saisons et le 10 décembre 2020, Hulu renouvelle la saison pour une 5e fois, avant même la diffusion de la 4e. Depuis juin 2016, Reed Morano, qui est une réalisatrice, a été désignée comme la réalisatrice officielle de la série. Sa réalisation est très maîtrisée et marque le spectateur dès les premiers instants de l'épisode pilote. L'univers présenté est trouble, pesant, étouffant et anxiogène. Les premiers plans nous transportent directement aux côtés d'Offred. On partage son intimité. La caméra la regarde droit dans les yeux et filme au plus près d'elle avec une très faible profondeur de champ qui permet de nous faire ressentir et d'accentuer son enfermement. On entend en voix off ses commentaires, terriblement glaçants sur la situation dans laquelle elle se trouve.
Une grande froideur règne sur toute l'histoire ainsi que sur la photographie. La construction picturale et géométrique de certaines scènes fait tout de suite penser à un tableau. Il y a toujours ce soin très précis accordé au cadrage et cette façon de jouer avec l'éclairage, notamment dans les intérieurs sombres. Les couleurs, quant à elles, sont en général très contrastées et fracassantes, surtout en ce qui concerne les tenues vestimentaires. Les différentes catégories de femmes sont ainsi reconnaissables au premier coup d'œil. La violence de la série est psychologique, mais aussi physique. Chaque pas de travers est vivement sanctionné. Cela dit, la violence n'est pas magnifiée, elle est même le plus souvent hors champ et n'apparaît pas dans le cadre de l'image. Toutefois, il vaut mieux être averti avant visionnage, car certaines scènes peuvent se révéler difficilement soutenables pour les âmes les plus sensibles. Viol, coups, mutilations, pendaisons et violences psychologiques. La brutalité frappe sans prévenir, notamment dans les premiers épisodes qui contiennent quelques horreurs visuelles flagrantes. The Handmaid's Tale est un petit bijou visuel mais aussi musical. Préparez donc vos yeux mais aussi vos oreilles car la bande originale composée par Adam Taylor est excellente. La série ne serait pas aussi époustouflante sans ce remarquable travail du compositeur. L'ambiance est le plus souvent glaçante mais quelquefois remplie d'espérance. Offred se bat d'abord en silence puis de plus en plus concrètement pour continuer d'exister. La première saison de The Handmaid's Tale s'inspirait assez fidèlement de l'intrigue du livre, La Servante écarlate, mais là où le livre se termine, la série continue avec la saison 2 et les scénaristes ont dû voler de leurs propres ailes tout en essayant de rester dans le cadre de l'univers imaginé par l'autrice canadienne. Récompensée par le prix de la meilleure série dramatique au Golden Globe en 2018, l'œuvre a reçu les critiques les plus mitigées à partir de la saison 2, moment où le scénario dépasse le livre. On la trouve complaisante envers la violence, des zooms incessants sur des visages grimaçants. La série, qui était déjà réputée pour être particulièrement difficile à regarder, le devient encore plus avec la saison 4, qui marque une rupture par rapport aux précédentes parties, en faisant évoluer le rôle de June. L'héroïne choque par sa violence, poussée à son paroxysme et franchissant les limites de la morale. Son comportement devient un peu plus difficile suite à ses traumatismes, parce que ça fait un moment qu'elle vit dans la République de Gilead, et elle devient vraiment incontrôlable. Alors on verra avec la saison 5 qui est d'ores et déjà annoncée comment ça se termine. Peut-être que la saison 5 sera la dernière et il y aura enfin le dénouement de The Handmaid's Tale. En 2019, Margaret Atwood a écrit un nouveau roman intitulé The Testaments, qui serait une suite à The Handmaid's Tale et qui se déroulerait 15 ans après les événements racontés dans la série. Les chaînes MTV, MGM et Hulu se pencheraient déjà sur une adaptation de cette nouvelle histoire. Affaire à suivre. Eh bien, c'est extrêmement passionnant tout cela. Donc tout à l'heure, on avait dans ta pièce de théâtre une femme qui se bat de toutes ses forces pour que sa maladie soit acceptée et qu'elle soit reconnue comme un individu tout à fait entre guillemets normal, inséré. Et ici, nous avons l'exact opposé, c'est-à-dire des femmes qui sont contraintes en espérant effectivement que nous ne connaissions pas ce retour à des situations extrêmement catastrophiques pour la gente féminine, parce qu'on sait que généralement une société qui martyrise ces femmes, c'est une société en régression. Alors, nous te remercions beaucoup, Alix. Merci. Vraiment, c'est toujours très passionnant. Merci pour tout ce que tu nous fais découvrir, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on ignore. On regarde comme ça des séries et on n'imagine pas qu'elles ont d'abord été écrites, en fait, que ce sont des romans qui ensuite sont adaptés. Encore merci à toi. Mais de rien. Je me retourne vers toi, donc Céline. Merci d'avoir été notre invitée et nous te laissons le mot de la fin. Avant toute chose, je voudrais vraiment te remercier, Laure, de m'avoir invitée, de m'avoir permis de parler de mon livre, mais parler aussi de la nécessité de pouvoir être davantage dans l'ouverture par rapport à l'autre et non dans le jugement. Merci, Alix, c'était ta chronique magnifique. Elle me donne envie d'acheter le livre, parce que j'ai pas forcément, je sais pas, ça doit être sur Netflix ou quelque chose comme ça. C'est Hulu, mais ça se trouve sur Internet. D'accord. Mais le livre est très bien. Ah vraiment, oui, ça donne vraiment envie de faire l'acquisition de ce livre. Continuez vraiment à faire ce que vous faites, parce que c'est important et ça met vraiment en avant toute la richesse qu'on a
vos Antilles en tout Absolument. cas. Et voilà, merci, puis bonne continuation à vous aussi. Alors en fait, tu voulais ajouter quelque chose. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais parler du livre qui t'avait inspiré pour pouvoir écrire Coucou. Est-ce que tu peux nous dire de quel livre il s'agissait? Alors j'avais déjà écrit Coucou, mais pour pouvoir continuer. Pour pouvoir éditer ma pièce. D'accord. Alors ça me tenait effectivement à cœur de parler d'un livre. Je l'ai vu interprété sur scène et c'est un livre de Fabrice Makanja Theodoze, oui. qui est un slammer et qui a écrit une pièce de théâtre qu'il a jouée. C'était au Memorial Act. Je crois que c'était en 2018 que je l'ai. En 2018, je crois que c'est ça, oui. Ouais. Et elle m'avait vraiment bluffée parce que c'était un monologue. C'est un monologue également. Et il a cette capacité de jouer avec les mots, de les magnifier, même les plus durs, même les plus douloureux. Exact. Et ça me faisait écho à ma pièce que j'avais déjà écrite, mais j'avais pas encore. Il fallait que je la finalise et puis il fallait que je l'édite. Et il m'a vraiment poussée à aller. À y croire en fin de compte, parce que je me disais, bon, je l'écris, oui, je suis contente, mais je m'étais pas forcément projetée dans l'écriture, enfin dans l'édition en fait. D'accord. Et puis il m'a permis aussi de me projeter dans son interprétation, mais dans son entièreté, c'est ça, ça se dit, voilà. Oui, oui. Parce que j'interprétais des petits extraits, mais ouais, il m'a vraiment touchée, j'ai voulu en parler. D'accord. Et un gros big up à Fabrice. Tout à fait. Et puis à toutes les personnes qui écrivent, croyez en vous et continuez vraiment à écrire, à continuer à y croire. Et à transmettre surtout. Et à transmettre, effectivement. Céline, merci beaucoup Céline. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Je tenais véritablement à ce que tu viennes nous présenter donc, cette pièce. Alors, je dis bonne année à nos téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.